Les avions américains ont atterri. Les navires se sont approchés. Et Washington a osé appeler ça de l'aide. Pendant que Port-au-Prince étouffe, on joue aux stratèges. Pendant que les routes deviennent des zones de guerre, on négocie des transitions. Pendant que le peuple haïtien vit dans la peur, on fabrique une stabilité de bureau et tout converge vers une date. Le 7 février, ce n'est pas une date symbolique. Ce n'est pas une commémoration. C'est une ligne de rupture. Parce que le 7 février 2026, le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à sa fin. 2 ans de promesses. 2 ans de chaos. 2 ans où l'on a expliqué au peuple qu'il fallait attendre. Mais attendre quoi? Exactement. Les gangs sont toujours là. La peur est toujours là. Les routes coupées sont toujours là. Les écoles ferment. Les hôpitaux s'effondrent. Et l'État reste absent. Alors la question devient brutale. Si cette transition devait sauver Haïti, pourquoi Haïti est-il encore en train de brûler? Parce que cette transition n'a jamais été construite pour libérer Haïti. Elle a été construite pour le gérer, les contenir, le contrôler. Et quand une transition ne sert plus à sauver un peuple, elle sert toujours à protéger quelqu'un d'autre. C'est là que l'histoire cesse d'être accidentelle et commence à ressembler à une stratégie. Et au cœur de cette stratégie, il y a un homme, un symbole administratif, Alix Didier. On vous le présente comme une solution, comme un premier ministre, comme une continuité nécessaire. Mais soyons sérieux 2 secondes. Est-il le choix du peuple? Non. Est-il sorti des urnes? Non. Est-il porté par une légitimité populaire? Non. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est un produit. Un produit de transition, un produit de compromis, un produit de bureau étranger, et c'est exactement pour ça qu'il est protégé. Parce que Washington ne soutient jamais un homme par amour. Washington soutient un homme parce qu'il est utile. Utile pourquoi? Utile pour maintenir un équilibre artificiel. Utile pour empêcher que le peuple décide vraiment. Utile pour garder Haïti dans une dépendance permanente. Et pendant que ce pouvoir sans peuple se maintient, le pays se désintègre. Les gangs contrôlent des quartiers entiers. Les routes deviennent des frontières. La capitale ressemble à une prison ouverte. Mais l'hypocrisie est plus froide encore. Washington regarde Haïti et ne voit pas une nation. Il voit des migrants, des bateaux, des frontières. Haïti n'est plus une histoire. C'est un dossier, un problème migratoire à gérer. Et là, le piège se referme. Tant que Washington peut dire Haïti à un gouvernement, alors Washington peut dire on peut renvoyer des Haïtiens, on peut fermer le TPS, on peut expulser. Même si le pays brûle. Alix Didier devient un tampon, un alibi diplomatique, une couverture administrative. Et quand un homme devient un alibi, il cesse d'être un dirigeant, il devient une pièce, un pion. Et Haïti, Loï, est traité comme l'échiquier. Et c'est ici que la crise cesse d'être seulement haïtienne, parce que le vrai levier, celui que Washington utilise comme une arme politique, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une transition. C'est un mot, temporary protected status, protection temporaire. Mais pour 350 000 Haïtiens aux États-Unis, ce n'est pas temporaire. C'est une vie suspendue. C'est une famille qui vit dans un compte à rebours permanent. Et Trump il ne joue pas avec une loi. Il joue avec des existences. 350 000, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des mères, des pères, des enfants nés sur le sol américain, des travailleurs, des infirmières, des chauffeurs, des étudiants, et pourtant, on transforme leur survie en débat électoral. Un jour, on promet. Le lendemain, on menace. Un jour, on protège. Le lendemain, on expulse. Mais comment ose-t-on parler de renvoyer des gens dans un pays où les gangs coupent les routes, où les hôpitaux s'écroulent, où les écoles ferment, où la capitale est prise en otage? Ce n'est pas une politique, c'est une condamnation. Et là, le mécanisme devient clair. Washington soutient Alix Didier, non pas parce qu'il stabilise Haïti, mais parce qu'il stabilise le récit tant qu'il y a un gouvernement, même fictif. Alors on peut dire Haïti est prêt à recevoir ses citoyens. Haïti est fonctionnel. Haïti est administrable. Même si c'est faux. Même si le pays est à genoux
même si la réalité est une guerre intérieure. Zeste. Le cynisme moderne. On ne colonise plus avec des chaînes. On colonise avec des statuts, et pendant ce temps, la diaspora haïtienne vit une violence invisible. Chaque matin, une question. Est-ce que demain on sera expulsé? Et les enfants demandent « Maman, est-ce qu'on va être séparés ?» Mais à Washington, on appelle ça une décision administrative. C'est une violence psychologique, une pression permanente, un outil de contrôle, et quand un peuple commence à comprendre que sa peur est utilisée comme levier, ce peuple finit toujours par se relever. Tout le monde répète la même phrase. Haïti est contrôlé par les gangs, mais cette phrase est devenue une cachette, un moyen d'éviter la vraie question, parce que les gangs ne sont pas une fatalité. Ils sont un produit, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas une culture haïtienne. Ils ne sont pas une malédiction, ils sont le résultat d'un système, l'abandon de l'État, la corruption, la pauvreté extrême, et surtout, la circulation des armes. Alors posons la question que personne ne veut poser à Trump. D'où viennent les armes? Soyons sérieux. Les gangs haïtiens ne fabriquent pas de fusils d'assaut. Ils ne produisent pas de munitions. Ils ne construisent pas des armes de guerre. Donc les armes viennent d'ailleurs. Des réseaux internationaux. Du trafic. Souvent depuis la Floride, et tout le monde le sait. Et voilà l'hypocrisie. On laisse entrer les armes. On ferme les yeux sur les réseaux. On nourrit le chaos. Puis, quand le pays brûle, on arrive avec des navires. On arrive avec des avions. On arrive avec des uniformes. Et on appelle ça intervention. C'est le cycle parfait. Créer l'incendie, puis jouer aux pompiers. Mais ce n'est pas seulement du cynisme. C'est une industrie. Le chaos rapporte. Il rapporte à ceux qui vendent les armes, à ceux qui financent les milices, à ceux qui utilisent la violence pour contrôler la politique, à ceux qui profitent du désordre pour piller. Les gangs sont un symptôme, pas la racine. Et tant que le monde continuera à parler des gangs comme si c'était une maladie naturelle, le monde pourra éviter de parler de ceux qui alimentent cette maladie. C'est là que la crise devient stratégique. Parce que Haïti n'est pas seulement un pays en difficulté. Haïti devient un marché de l'instabilité, un territoire où le désordre est rentable, où la peur devient un outil, où la souveraineté est remplacée par la tutelle. Et quand on impose encore des solutions extérieures, quand on parle encore de soldats étrangers, quand on parle encore d'occupation déguisée, on prépare une nouvelle humiliation. Et un peuple humilié finit toujours par exploser. Si vous voulez comprendre pourquoi Haïti est traité comme une anomalie permanente, si vous voulez comprendre pourquoi le monde parle d'Haïti comme d'un pays impossible, alors il faut revenir à une date. Ce n'est pas une date haïtienne. C'est une date mondiale. Haïti n'a pas seulement gagné une guerre, Haïti a brisé un système. Haïti a dit non. Non à l'esclavage. Non à la soumission. Non à l'ordre colonial. Et cette victoire a fait quelque chose de plus dangereux encore. Elle a prouvé que l'Empire pouvait tomber. Haïti a prouvé que l'homme noir n'était pas né pour obéir. Et ça a terrifié le monde. Parce qu'un peuple noir libre, ce n'était pas seulement une révolution, c'était un précédent, un exemple contagieux. Alors le monde a puni Haïti, et soyons honnêtes, Haïti n'a pas été puni parce qu'il a échoué. Haïti a été puni parce qu'il a réussi. La France a exigé une rançon, une dette imposée à un peuple sorti de l'esclavage, pour avoir osé être libre. Imaginez l'absurdité. Un ancien esclave qui doit payer son maître pour sa liberté, c'est l'un des plus grands crimes économiques de l'histoire moderne. Et cette dette a étranglé Haïti pendant plus d'un siècle. Elle a volé l'avenir d'une nation entière, puis est venue l'autre punition, l'isolement. Les puissances ont refusé de reconnaître Haïti. Elles ont empêché son commerce. Elles ont voulu faire d'Haïti un avertissement vivant. Voilà ce qui arrive quand vous osez vous libérer. Et ce mépris n'a jamais disparu. Quand un pays riche souffre, on parle de reconstruction. Quand un pays occidental souffre, on parle de solidarité. Mais quand Haïti souffre, on parle de chaos. On parle de malédiction. On parle de pays impossible. Haïti n'est pas maudit. Haïti est ciblé. Haïti est puni pour son audace historique. Et c'est là que tout ce que vous voyez aujourd'hui prend un sens nouveau. La transition n'est pas une solution. C'est un chapitre du même livre. On change le nom, on change les visages, mais la logique reste identique. Haïti ne doit jamais être totalement souverain.
Voilà pourquoi Washington impose des interlocuteurs. Voilà pourquoi le peuple est mis de côté. Voilà pourquoi le 7 février devient une date dangereuse. Parce que le 7 février n'est pas seulement la fin d'un mandat. C'est le moment où l'histoire regarde Haïti et demande: est-ce que vous allez continuer à accepter la tutelle ou est-ce que vous allez reprendre votre destin? Et à ce moment-là, le silence devient impossible. Parce qu'un peuple qui a déjà brisé des empires ne peut pas être réduit éternellement à un dossier administratif. Après Trump, après Alix Didier, après les gangs, après 1804, une seule question reste debout. Que doit faire Haïti maintenant? Parce qu'un peuple ne peut pas vivre éternellement à genoux, un peuple ne peut pas survivre éternellement dans l'attente, et si Haïti continue d'être piégé, ce n'est pas seulement à cause des gangs, ce n'est pas seulement à cause de l'étranger, c'est à cause d'un poison plus intime, la division. Quand Haïti se divise, le chaos avance. Quand Haïti se divise, les puissances s'imposent. Quand Haïti se divise, les gangs prospèrent. La révolution de 1804 a gagné par l'unité. La renaissance d'aujourd'hui exigera la même chose. Et cette renaissance ne se fera pas avec des signatures à Washington. Elle ne se fera pas avec une transition éternelle. Elle ne se fera pas avec des compromis imposés, parce qu'une transition sans peuple devient une prison politique. La souveraineté, ce n'est pas un drapeau. Ce n'est pas un slogan. La souveraineté, c'est contrôler ses ports, contrôler ses frontières, contrôler ses institutions, contrôler ses décisions. Un pays qui dépend éternellement des ordres extérieurs n'est pas libre. Et la diaspora n'est pas un décor. La diaspora haïtienne est une puissance économique, une puissance politique, une puissance médiatique. Quand 350 000 Haïtiens vivent sous TPS, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force collective, mais une force qui doit être organisée, mobilisée, transformée en pression. Et les gangs. Ils doivent être traités comme un cancer national. On ne négocie pas avec la terreur. On ne construit pas un État avec la peur. Les gangs ne sont pas une fatalité, ils sont une industrie criminelle. Et une industrie se coupe à la racine. Armes, financement, complicité politique, réseaux internationaux. Sans ça, aucune stabilité n'existera. Et voilà le point stratégique. Haïti ne demande pas la charité. Haïti n'implore pas. Haïti exige le respect. Et le respect commence quand le monde cesse de nourrir indirectement le chaos, tout en prétendant ensuite venir sauver le pays. Si le monde continue d'imposer des dirigeants, Haïti restera une prison politique. Si le monde continue de jouer avec le TPS, la diaspora restera un peuple sous menace. Et si le monde continue de laisser circuler les armes, les gangs resteront une industrie. Voilà les 3 lignes. Et maintenant, voici la pression. Parce que le 7 février 2026 n'est pas seulement une date haïtienne, c'è un test mondial. Si cette date passe dans le silence, alors une chose devient normale. Une nation peut être maintenue en transition éternelle. Et quand cela devient normal pour Haïti, cela devient possible ailleurs, en Afrique, dans les Caraïbes, dans toutes les nations fragiles où l'on remplace le vote par la stabilité. Mais si le 7 février devient un réveil, alors Haïti redevient ce qu'il a toujours été, un symbole, pas un symbole romantique, un symbole stratégique. Parce que si Haïti tombe, c'est un message envoyé à tous les peuples noirs, la liberté n'a pas d'avenir. Mais si Haïti se relève, c'est un message envoyé à l'Afrique, à la diaspora. Au monde, la dignité gagne toujours. Et c'est là que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît dans votre texte, à la fine. Pas comme un sauveur, pas comme une idole, mais comme un signe, le signe qu'une partie du monde noir commence à regarder Haïti autrement, non pas comme un pays perdu, mais comme une bataille de souveraineté. Et quand une bataille devient visible, elle devient contagieuse. C'est ça, la peur des puissances, pas Haïti, mais l'exemple. Alors voilà la dernière question. Le 7 février 2026 arrive. Les mandats se terminent. Et Haïti regarde le monde droit dans les yeux. 3 scénarios existent. Si Haïti accepte une nouvelle transition imposée, alors la tutelle devient permanente et la souveraineté devient un mot vide. Si Haïti refuse, alors la confrontation arrive.
pas seulement contre les gangs, mais contre tous ceux qui profitent du désordre, et si Haïti se tait, alors le chaos continuera de servir d'excuse, et la diaspora continuera de vivre sous la menace du TPS. Comme un peuple tenu en laisse. Voilà la réalité. Trump peut envoyer des navires, Trump peut envoyer des avions, Trump peut soutenir Alix Didier, Trump peut jouer avec le TPS, mais Haïti n'est pas un pion. Haïti n'est pas un dossier. Haïti est une nation historique, la première terre noire libre, et un peuple qui a déjà brisé les chaînes ne vivra pas éternellement dans la peur. Alors ce message n'est pas une fin, c'est un avertissement, c'est une ligne, et c'est une invitation, parlez, débattez, partagez, parce qu'un peuple humilié finit toujours par se lever, et quand Haïti se lève, ce n'est jamais seulement pour Haïti,